Alors, le pont le plus probant, c'est celui qu'on soit ici. Hein. 8e édition du Créa Digital Day. C'est une date qui restera, puisque c'est la première fois que ça se fait à l'Université de Genève. Je pense que c'est pas la dernière. Le professeur Badillo est responsable du Media Lab, qui est donc cette structure sous l'égide de l'Université de Genève. Il est aussi responsable du DAS en communication digitale et il est à l'initiative côté université du partenariat entre l'école Créa et le Media Lab qui a été annoncé hier. Je pense que vous l'avez tous vu dans les journaux ou sur Internet. Voilà, je lui passe la parole. Il va nous parler de l'importance des médias et les défis des médias publics. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Donc effectivement, je me réjouis également de ce partenariat, mais maintenant je ne vais pas vous parler de ce partenariat, je vais vous parler des nouvelles technologies sous un angle particulier, c'est-à-dire sous l'angle des médias, bien évidemment, puisque je dirige Media Lab. Alors pourquoi les médias? Parce que je m'occupe de Media Lab, je viens de le dire, mais aussi parce que les médias sont par définition au cœur de la révolution digitale. Ça, c'est le côté technologique en quelque sorte, et en même temps, il y a le côté contenu, il y a le côté humain qui a été évoqué ce matin par certains orateurs. Les médias sont des vecteurs de nos démocraties. Alors, si le but de politique, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire, je dirais que les universitaires doivent un peu faire ça aussi par rapport aux formations qu'ils lancent. Et puis, ils doivent aussi essayer, c'est l'objet de cette présentation, essayer de réfléchir à certains enjeux fondamentaux, essayer de prendre du recul et de la profondeur d'analyse. C'est ce que je vais essayer de faire en vous parlant de ces sujets. Et pour cela, j'ai choisi une illustration que j'aime bien parce que elle traduit ce côté, je dirais, très humain. Ces paysages, ça évoque aussi ces paysages de la Polynésie, puisque c'est un tableau de Paul Gauguin qui s'intitule « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous » Alors pourquoi j'ai mis entre parenthèses le « que sommes-nous » ? Parce que je ne vais pas parler trop du « que sommes-nous », mais je vais surtout parler du « d'où venons-nous » et où allons-nous, puisque vous voyez le tableau part de la naissance jusqu'à la vieillesse, c'est la thématique de ce tableau. Et dans le numérique, on est face vraiment, l'image a souvent été donnée, on est vraiment face à un tsunami numérique. Et là, je ne vais probablement pas vous apprendre des choses très importantes, enfin, vous savez tous ce que je vais évoquer là. En revanche, le mettre en perspective, rappeler et montrer à quel point c'est fort, c'est puissant, c'est incroyable, ça vaut quand même la peine d'y passer quelques minutes. Ces quelques minutes, je voudrais les évoquer d'abord par rapport au fait que, tout le monde le sait ici, on a une loi de Moore qui a conduit à un doublement tous les 18 mois des capacités des ordinateurs, et on ne serait pas en train de parler des sujets d'aujourd'hui si on n'avait pas ces éléments qui se sont produits depuis pratiquement 50 ans. Donc on a ces capacités qui ont doublé toutes les 18 mois, et ça fait des révolutions qui sont des révolutions facteur 1000, parce que c'est des exponentielles. Et par ailleurs, certains disent, attention, ça y est, c'est la fin de la loi de Moore, mais on est déjà dans ce que les spécialistes appellent more than Moore, c'est-à-dire qu'on est en train de coupler ces technologies avec les nanotechnologies qui vont servir d'interface. Je ne vais pas rentrer dans le détail là non plus, mais c'est pour dire que les possibilités de poursuivre ces progrès technologiques sont absolument considérables. Alors on a l'Internet des objets, bien entendu. On a des conséquences, si vous voulez, qui sont liées à trois phénomènes. Non seulement la loi de Moore qui a 50 années d'expérience à peu près, on a la numérisation environ 30 ans et on a Internet depuis 20 ans. Ces trois effets ont débouché sur ces capacités technologiques qui sont énormes, que je vais résumer très vite, que je vais balayer très vite. On était dans les années 1980 dans l'ère des kilobits. Donc les réseaux, finalement, ça permettait de transférer, enfin les réseaux n'existaient pas, pardon, on pouvait stocker des petites disquettes du texte qui faisait 2 kilobits, ou une image, une vieille image qui faisait du 100 kilobits. Dans les années 90, on passe au mégabit, à chaque fois on multiplie par 1000 bien sûr. On passe en mégabits, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'on peut avoir les œuvres complètes de Shakespeare sur un CD, qu'on peut avoir tous ces éléments, et on peut commencer à transmettre ces éléments
Les années 2000 sont caractérisées par les gigabits. Un gigabit, c'est une bibliothèque universitaire complète. Le terabit, c'est encore 1000 fois plus dans les années 2010. Un terabit, ça va être par exemple l'ensemble des informations qui sont contenues dans la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Donc vous avez aujourd'hui des ordinateurs qui fonctionnent en gigabits ou qui stockent des gigabits, vous avez des disques durs externes qui fonctionnent en terabits et vous avez des réseaux qui fonctionnent en terabits par seconde. Ça veut dire que vous pouvez, les réseaux expérimentaux bien sûr, vous pouvez transmettre en une seconde l'ensemble des œuvres du Congrès. Donc ce sont des révolutions quand même extrêmement fortes. Elles ne sont pas finies parce qu'on est toujours dans ces facteurs 1000, c'est-à-dire que le pétabit existe déjà. Le pétabit, c'est évidemment une dimension encore supérieure. Un pétabit, c'est l'ensemble des disques durs, tous les disques durs produits au niveau mondial, en 1995. L'hexabit, dimension au-dessus, c'est tous les mots parlés depuis l'origine de l'humanité. Et on peut aller encore plus loin, on peut toujours multiplier par 1000. Donc le zétabit, c'est 100 fois plus d'infos que l'ensemble d'informations créées par les êtres humains depuis le début de l'humanité, jusqu'au début des années 2000. Et on a encore le iota encore plus. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est un petit peu le débat, quelle est la situation, vers où on va, etc. Et où on est surtout exactement. Où on est, bien, il faut savoir par exemple que les supercalculateurs d'aujourd'hui, un supercalculateur, c'est quelque chose qui est installé dans un espace qui est à la disposition des grands États, les États-Unis, la Chine, la France, l'Allemagne, la Suisse, bien entendu, ont des super ordinateurs. Ces super ordinateurs, ce sont des ordinateurs installés dans des superficies de 400 mètres carrés qui coûtent peut-être dans les 30 millions d'euros environ. Et aujourd'hui, ils sont pétaflopiques. Donc vous voyez qu'ils sont déjà facteur 1000 par rapport à tout ce qu'on a vu. Alors, pétaflopique, si je vous dis que ça fait 1 suivi de 15 zéros, soit 10 puissance 15 instructions par seconde, on peut se demander ce que ça signifie. Ça pas vraiment, ça ne représente rien pour moi, ni pour vous, je suppose. Alors l'image, c'est simplement, voilà, une petite image, une petite évaluation, je ne sais pas comment elle a été faite, mais un pétaflop, donc 10 puissance 15, ça serait le nombre de grains de sable de tous les déserts de la Terre. Donc vous voyez qu'on a des ordinateurs qui sont capables en une seconde de faire autant d'opérations qu'il n'y a de grains de sable dans tous les déserts de la Terre. Donc là on voit qu'on est dans des dimensions quand même absolument fabuleuses et ça traduit quand même la force du digital, le tsunami du digital. Il faut savoir aussi, c'est une petite remarque, c'est que l'ordinateur personnel d'aujourd'hui est équivalent au supercalculateur des années 80. Donc je ne dis pas que demain on aura des supercalculateurs chez nous, mais on est dans ces tendances-là. Donc ça, c'est le point de départ, c'est connaître le tsunami. Voilà des images qui sont ces supercalculateurs, à quoi ils servent. Par exemple, à montrer la propagation de l'onde de choc d'un séisme. Ils servent aussi en médecine pour cibler en temps réel des cellules cancéreuses et toutes sortes de choses comme ça, d'applications extrêmement utiles et importantes. Et puis derrière ces capacités de calcul, on arrive au big data. Le big data est là parce qu'il y a ses capacités de calcul. Donc vous avez les fermes, ce qu'on appelle des fermes de données, les endroits où Google finalement stocke ses données, les traite. Vous voyez différentes illustrations de ce que peut faire Google ou de ce que représentent ces data centers pour Google, où de l'eau froide circule pour refroidir ces systèmes qui font de la chaleur, ou où il y a de l'eau chaude qui circule dans les tuyaux rouges. Encore une entreprise comme Akamai, qui est un des leaders. Vous voyez qu'il y a des centaines de milliers de serveurs au niveau mondial. Donc on est dans un autre monde, d'ores et déjà, avec cette puissance du digital. Et où allons-nous? C'est l'objet de la deuxième partie, parce que face à ça, que deviennent les médias et en quoi c'est important de se poser des questions sur les médias? Alors voilà, c'est sa deuxième partie que je vais traiter maintenant. Où allons-nous? Dans ce déferlement digital avec des 0 et des 1 qui ont envahi la planète, qu'est-ce que ça donne? Alors on sait à peu près que l'on a toutes ces nouvelles technologies qui sont en train de façonner notre futur, le cloud computing, les mobiles, l'Internet des objets, l'informatique cognitive ou l'intelligence artificielle, etc., le bioengineering,
les machines hybrides avec les hommes, etc. Bon, ça c'est le connu, la dynamique qui est en place. Par rapport aux médias, on va voir ces différents points. D'abord, l'affaiblissement des médias traditionnels est extrême. Quand je dis qu'il est extrême, juste quelques statistiques. Vous voyez qu'ici, vous avez le nombre d'employés des journaux américains. Donc en gros, 50 000 sur un plateau autour jusqu'au début des années 2000, ça s'écroule en dessous des 30 000. C'est le nombre d'employés, donc c'est une profession qui a connu une division par deux de ses emplois. Pour changer de pays, pour prendre la France, là ce sont des tendances qui ont été prolongées jusqu'en 2021 pour expliquer, pour exprimer, pour expliciter la dynamique des négatives. Vous voyez en euros constants une chute vertigineuse des revenus de la presse d'information en France. Donc on a cette dynamique qui est très très forte avec des médias qui sont très très affaiblis. Alors on pourrait dire, bon, finalement, c'est pas grave, les médias sont faibles, les médias traditionnels sont faibles, seront de plus en plus faibles. À côté, on a quand même ce qu'on a appelé une googlisation des médias, c'est-à-dire qu'on a au contraire une puissance à un niveau considérable, infiniment supérieure d'entreprises que nous connaissons tous, dont on a tous parlé ce matin, Google, Facebook, etc. Et il y a une sorte de googlisation des médias. Alors la puissance de Google, vous voyez un chiffre, ça datait de 2015 je crois. Google voit sa capitalisation boursière flamber de plus de 65 milliards de dollars en un jour. En un jour, 65 milliards de dollars, un ordre de grandeur, 1 milliard de francs, ce qui est à peu près comparable. 1 milliard de francs en un jour, c'est le chiffre d'affaires de Ringier ou Tamedia en ordre de grandeur. Donc plus 65 milliards de dollars en un jour pour Google, on est sur d'autres planètes. Pour montrer à quel point on est sur d'autres planètes, vous avez la capitalisation boursière, l'évolution de la capitalisation boursière des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est quand on ajoute cette capitalisation boursière de ces groupes, de ces GAFA, ils sont à peu près, hors Microsoft, au niveau du PIB, du produit intérieur brut du Canada, qui est à la 11e puissance mondiale. Et si on ajoute Microsoft, ils sont à peu près, les GAFA plus Microsoft, ils sont à peu près au niveau de l'Inde. Vous voyez quand même un pays de plus d'1 milliard d'habitants, ce sont les GAFA plus Microsoft. Donc on a déjà cet arrière-plan qu'il faut connaître, et ce qu'on a décrit comme étant dans nos travaux de recherche, comme étant la googlisation des médias. Je ne vais pas commenter le graphique, il mettra un petit peu de temps, mais simplement, pour résumer cette googlisation des médias et son impact sur la production médiatique, simplement, aujourd'hui, la production médiatique ne résonne plus seulement par rapport à un contenu, mais résonne par anticipation au trafic, aux données, à la publicité. Et donc on a commencé à inverser une logique de production d'information pour produire de l'information par rapport à un contenu, à une autre logique qui est de produire de l'information pour générer du trafic, parce qu'on est dans ce monde googlisé en quelque sorte. Alors ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, littéralement, et l'expression n'est pas de moi, elle est d'un professeur de l'université de Columbia, les Google, les GAFA et les médias sociaux, ce professeur de Columbia parlait des médias sociaux, les médias sociaux sont en train d'avaler les médias, sont en train d'avaler les médias traditionnels. Alors, évidemment, vous avez Netflix qui va développer tous ces moyens technologiques d'intelligence artificielle pour capter l'attention des utilisateurs, pour produire éventuellement avec des algorithmes du contenu. On est dans une logique aussi là de googlisation en quelque sorte, ou d'intelligence artificielle. Et il y a une attaque en règle, je vais y revenir dans quelques slides, il y a une attaque en règle du marché des médias et de la publicité sur tous les fronts à partir de ces nouveaux opérateurs. Juste un élément pour montrer la disparité qui existe en Suisse aussi, à l'intérieur des acteurs suisses. Ici, vous avez en haut la courbe qui s'envole, ça représente 15 milliards de francs. Ce sont les plateformes technologiques qui progressent rapidement. Et puis en bas, vous avez les recettes de la presse qui diminuent, elles passent de 5 milliards en gros à 2,5 milliards, et vous avez les recettes de la télévision qui restent stagnantes.
Bien, on a fait, je cite ici un ouvrage qu'on a publié récemment sur les médias publics et la société numérique. Vous avez aussi un éclatement du marché de la publicité. C'est-à-dire que le marché de la publicité, vous voyez que le marché de la publicité aujourd'hui, il est réparti entre la presse, la radio, la TV, etc. Ce qu'on voit tendanciellement, c'est une enquête qu'on a conduite auprès de 600 entreprises de la publicité en Suisse romande et en Suisse alémanique. On s'aperçoit que tendanciellement, il pourrait y avoir dans 3-4 ans à peu près les 2/3 de ce marché de la publicité qui serait absorbé par les nouveaux acteurs, les Facebook, les mobiles, les moteurs de recherche, l'emailing, etc. Donc on doit s'attendre à ce que les médias traditionnels soient encore privés de ressources supplémentaires. Aux États-Unis, tout ça est en place également avec, là vous avez l'absorption de trafic sur les réseaux par Netflix, YouTube. Vous voyez qu'entre Netflix et YouTube, ils absorbent 50%, enfin ils consomment 50% du trafic qu'il y a sur les réseaux. C'est-à-dire que ces acteurs, bien entendu, sont extrêmement puissants, mais également focalisent tout le trafic qui existe sur ces réseaux. Alors, les attaques dont je parlais tout à l'heure de la télévision, il y a des désabonnements, il y a des nouvelles générations qui vont de plus en plus sur Netflix, sur YouTube. Il y a l'érosion de l'audience au profit des médias numériques, des baisses de publicité. Il faut savoir par exemple que des acteurs tels que Facebook, mais dans votre domaine évidemment c'est très important, c'est-à-dire que ces acteurs-là sont en mesure aussi de proposer leurs propres mesures d'audience et donc bypassent en quelque sorte les organismes, les Nielsen ou en France ou en Suisse, la REMP, qui mesurent l'audience. Eh bien, ces nouveaux acteurs proposent leurs propres mesures d'audience. Donc on a une explosion potentielle de ce marché. Vous avez une disruption, moi je ne vais pas revenir là-dessus, tous les leaders sont en difficulté dans les métiers traditionnels, dans les médias, dans le secteur aérien, dans les taxis, dans la presse, etc. C'est ce qu'on vient de voir. On en arrive au quatrième point, c'est-à-dire les médias publics sont donc face à de multiples défis. Quels sont ces défis ? Eh bien, il faut qu'ils arrivent à gérer de façon nouvelle des plateformes. Il y a quelque chose qui a été un rapport récent qui est sorti par la SSR, qui parle d'une SSR 4.0, qui consisterait à s'appuyer de plus en plus sur la contribution d'usagers qui piocheraient dans les archives de la SSR pour produire leur propre contenu. C'est quelque chose comme ça, présenté rapidement. Donc il y a des problèmes par rapport à le positionnement de ces médias sur les plateformes, sur les mobiles, l'utilisation de l'algorithmique. Il y a quelques jours, la SSR a aussi annoncé un important partenariat avec le PFZ et puis il y a aussi des partenariats avec le PFL par rapport à ces aspects du numérique, du big data. Mais vous voyez qu'on est dans une révolution. Voilà, cette révolution que je vous ai présentée sous forme de chiffres, c'est une révolution qui se présente de façon concrète pour les médias aujourd'hui. Alors finalement, il y a un défi qui est d'identité, et puis ce qui est derrière, et c'est ce sur quoi je voudrais évidemment terminer cet exposé, c'est qu'il y a des enjeux qui sont plus fondamentaux, qui sont des enjeux du rôle, notamment, je parle de la télévision par référence à l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, mais ça concerne bien sûr les médias et la presse traditionnelle. Quel est le rôle de ces médias dans la démocratie ? Eh bien, ça va être l'objet de la conclusion de rapidement comprendre et d'analyser en profondeur, en profondeur, ça va être rapide quand même, donc c'est le but de l'université, c'est d'analyser en profondeur, mais ici, je vais bien entendu, je vais vous faire un rendu rapide de quelques évolutions qui peuvent être un petit peu inquiétantes, même si l'orateur précédent disait qu'il ne faut pas avoir peur, mais l'objet n'est pas d'avoir peur, c'est d'être lucide. Alors, il y a ce qu'on appelle des signes noirs, enfin des indicateurs de signes noirs. Un signe noir, c'est un événement rare ayant un impact extrêmement fort et une prévisibilité rétrospective, mais pas prospective. Nous serions frappés de cécité face aux événements qui se démarquent de nos attentes. Pourquoi je parle du signe noir, un livre de Nicolas Taïeb, pourquoi je parle du signe noir ? Eh bien parce que on peut aborder certaines questions, on peut poser certaines questions aujourd'hui. Est-ce qu'on va assister à la fin des médias traditionnels ? Alors peut-être, on pourrait dire, pas trop grave, pas inquiétant. On va avoir des tas d'informations qui vont circuler ici et là. Et puis, le problème, c'est qu'on a aussi derrière cela beaucoup de fractures.
Alors ce que je vais vous proposer, c'est quelques analyses qu'on peut faire en tant qu'universitaire, quelques enquêtes, et c'est ces résultats par lesquels je vais terminer ma présentation. D'abord, c'est vrai que si on regarde les tendances aujourd'hui, la presse disparaît, la télé pourrait disparaître. Pas grave. Est-ce que c'est pas grave? Pas si évident que ça, parce qu'il faut savoir quand même que toutes les informations de qualité, il y a eu des études notamment de l'institut américain, le Pew Research Institute, en fait les informations qui sont sur Internet vont piocher dans la presse traditionnelle et sont reportées. Les informations qui sont produites directement via les réseaux sociaux sont jugées pas très fiables. Voilà, de toute façon, je ne vais pas trancher là-dessus, on pourrait en débattre longuement, mais c'est quand même une question. Qu'est-ce qui va se passer si on a une information sans médias? C'est un vrai problème, me semble-t-il. Enfin, il faut en tout cas y réfléchir. Vous avez quelques indicateurs qui sont d'ailleurs un peu inquiétants. Je suis content si mes données sont sélectionnées automatiquement. 36% par des journalistes, 30%, automatiquement basés sur ce que mes amis ont consommé. Qui va donc vous donner les informations? Si on entre ce registre-là, ce sont des algorithmes qui vont vous proposer des informations. Je vous laisse apprécier les conséquences de tout ça. Autre donnée qui est plus inquiétante encore, enfin qui traduit les fractures que j'ai évoquées. C'est-à-dire que là, vous avez par classe d'âge des consommations par rapport aux sources d'informations, selon que ces informations sont online, social media, radio, print et télé. Et ce que ça montre, c'est que par catégorie générationnelle, vous avez des consommations qui sont très différentes. Pour faire simple, les vieux regardent la télé et les jeunes sont sur le online ou sur les médias sociaux. Donc vous avez des informations qui arrivent aux uns et aux autres, des analyses qui sont différentes. Donc vous avez là des fractures qui se préparent, qui sont extrêmement puissantes. Nous avons fait une enquête qui est une enquête représentative. Je crois que c'est 13 000 jeunes Suisses de 18 à 34 ans. Et voilà ce que ça donne par rapport à la confiance. Confiance dans les institutions religieuses, 15%. Confiance dans les médias, 24%. Confiance dans l'Europe, 29%. Confiance dans la politique, 32%. La police s'en sort bien avec 23%, l'école 63% et les organisations humanitaires 58%. Mais donc, une population jeune qui ne fait pas confiance aux médias, à l'Europe, aux politiques, ça provoque aussi des fractures fortes en potentiel. Et donc, s'il n'y a plus d'informations qui permet de régulariser tout ça, ça peut être aussi un problème. On a par ailleurs fait une enquête sur la Société numérique de Genève, à Genève, et ça c'est des réponses, c'est une autre enquête. Le numérique est pour mon entreprise une importance cruciale, mais c'est en même temps aussi une grande opportunité plutôt qu'une menace, donc ça répond à des questions qui étaient évoquées précédemment. Voilà, je vais juste rester sur cette note positive, c'est-à-dire que les médias restent une marque importante pour 69% des personnes. Et donc voilà, c'était cette présentation, une dynamique digitale très très forte, une disruption un petit peu de tous les côtés, un monde digital sans médias. Est-ce que c'est grave? Je vous laisse y réfléchir et j'espère vous avoir apporté un certain nombre d'éléments par rapport à ce type de questionnement. Merci beaucoup. Voilà, alors merci beaucoup au professeur Badillo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour lui? Pas de questions? Soyez pas timide quand même, quand on parle de médias, il ne faut pas avoir peur quand même. Non? Bon, n'ayez pas peur. Hein. Pas de questions? Je tiens à vous remercier pour votre intervention. Ah, il y en a une là-bas. Ah bah voilà. Ça permet de faire un peu d'exercice. Je me permets d'inverser les rôles, monsieur le professeur. Que pense de votre présentation le représentant de la SSR qui était présent dans la salle ce matin? Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la SSR? Alors malheureusement, il ne pourra pas répondre. On essaiera de le faire répondre en ligne. Je crois qu'il y a une question juste derrière vous. On essaiera de le faire reprendre un peu en différé.
Bonjour, merci pour la présentation. Excusez-moi si je m'exprime pas très bien en français, mais ma question était que vous avez dit que maintenant en fait il y a les médias traditionnels en fait qui sont faibles, mais on voit qu'il y a des accords ou des contrats en fait entre les grands médias et Facebook par exemple, où maintenant il y a des grands médias qui publient leurs articles d'abord en Facebook avant qu'ils font ça sur leur propre site. Donc avec ça, est-ce que vous pensez que ça va être possible que tout ce qui est lié à du journalisme, c'est-à-dire l'intégrité, la vérité, les choses objectives, est-ce qu'on va voir ça, vu que maintenant il y aura ces accords entre les médias traditionnels et les grandes entreprises de médias sociaux, par exemple Facebook? Je ne sais pas si ma question était claire, mais merci beaucoup. Oui, votre question est claire. Alors, je ne connais pas précisément le montant et les accords qui sont de Facebook, mais je connais bien le fonds Google pour les médias et l'innovation. Le problème de ces accords, c'est que finalement, les montants sont disproportionnés. C'est-à-dire les montants, ce que perdent les médias aujourd'hui par rapport à la dynamique de l'Internet est pas du tout compensé par les financements qui sont apportés par ces acteurs. À tel point que, par exemple, lors d'une conférence récente à laquelle j'étais, un des dirigeants, il y avait à la fois un représentant de Springer et un représentant de Google. Et finalement, le représentant de Springer disait « Nous, on ne vous demande pas l'aumône, mais on veut que vous payiez avec vos chèques, avec vos chéquiers, que vous nous donniez de l'argent, c'est-à-dire que vous payez l'information et le contenu. » Voilà, donc le problème, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui est en train de diminuer pour les médias traditionnels n'est absolument pas compensé, ou décompensé à 5% ou à 10%, par rapport par les acteurs de l'Internet. Donc c'est ce rééquilibrage qu'il faut réussir à atteindre. Et évidemment, dans une logique, dans la dynamique actuelle où la puissance des acteurs en question est très disproportionnée, eh bien, on est en voie plutôt de disparition des médias traditionnels, plutôt qu'en voie de conforter ces médias traditionnels avec des ressources comme par des acteurs tels que Google ou par Facebook, par exemple. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je veux dire mon nom, Marietta Biri. Je vous félicite de votre présentation qui était très claire. Aujourd'hui, je me demande, par rapport à l'évolution que nous avons eue tout récemment, est-ce que c'est pas une évolution qui va beaucoup stagner par rapport au passé? Parce que nous avons aussi vécu l'évolution, la révolution de lire un livre sur ordinateur ou sur votre iPad. Je ne sais pas combien parmi vous ont lu un livre au lieu de l'acheter. Combien de vous, ici dans la salle, achètent encore des livres? De toute façon, quand je vais dans une librairie, je dois souvent faire la queue à la caisse. Alors peut-être aujourd'hui, pour calmer un peu le jeu, les médias, le newspaper va peut-être éternellement exister. Moi, je voulais en fait vous poser une autre question ou une question à des gens qui peuvent répondre ici dans la salle parce que ça vous concerne pas directement. Vous avez parlé en fait du réchauffement des superordinateurs. On va prendre l'eau pour les refroidir. Vous avez montré le signe noir. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toute cette puissance de superordinateurs, est-ce que combien on participe actuellement ou combien on va participer au réchauffement climatique et à l'effondrement de la glace à l'Antarctique et je vais aller plus loin encore
je crois, le méthane qui va sortir et nous polluer tous. Alors, je voulais juste poser la question. Aujourd'hui, on n'a pas du tout abordé cet aspect de climatique qui est quand même un aspect très important. Est-ce que nous allons nous polluer nous-mêmes ou est-ce que là, on peut faire quelque chose pour que ces superordinateurs peut-être ne déclenchent pas toute cette chaleur? Alors je vais évidemment pas vous répondre à cette question, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais qu'il y a eu un reportage, me semble-t-il, sur la RTS hier soir ou avant-hier soir sur ce sujet c'était très précis. Effectivement, ça a une consommation relativement importante et c'est un vrai problème. En revanche, sur la place des journaux, la question, c'est pas de savoir s'il restera des journaux, il en restera certainement, mais la question de savoir à quel niveau il en restera et est-ce qu'ils seront suffisants pour alimenter un débat démocratique dans un cadre de pluralisme, de diversité, etc. C'est ça la question que j'ai pas d'ailleurs bien explicitée, mais ça me permet de préciser ce point. Ok. Encore une question. Kadamagnani, Vidéovox. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre présentation. Et on a beaucoup parlé de la diffusion de l'information, mais où on en est au niveau du contrôle de qu'est-ce qui va être sur la toile. Je veux dire, aujourd'hui, on a eu des journaux qui étaient écrits par des professionnels, par des journalistes qui étaient reconnus comme tels. Mais sur la toile, ce n'est pas forcément le cas. Est-ce qu'il y a un contrôle sur ce qu'on va nous faire lire? Bon, bien évidemment, hein, c'est ça la question que je pose en toile de fond de ma présentation. C'est-à-dire que c'est une information sans médias. On peut critiquer les médias, on peut critiquer les journalistes, etc. Il y a un certain nombre de points qui peuvent être mentionnés. Tout n'est pas parfait, on n'est pas dans un monde parfait, mais malgré tout, ça fait un filtre qui est efficace et qui, in fine, a contribué aux équilibres de nos démocraties. Et donc c'est bien ça la question, c'est-à-dire que si on enlève ce filtre, on a des réseaux sociaux et on a une espèce de melting pot d'informations absolument non triées qui viennent de partout et qui posent problème. Sans compter que vous avez des cas où des médias traditionnels jouent des rôles, par exemple, il y a eu des cas de médias qui avaient diffusé des informations de façon très réactive par rapport à des catastrophes naturelles ou au contraire des cas où il n'y avait pas de médias et du coup une information sur une catastrophe naturelle n'avait pas été diffusée et donc la population était en danger parce que cette information n'était pas diffusée. Voilà, donc c'est ça, les questions qui sont sous-jacentes à ma présentation effectivement sont bien celles-là, mais je n'ai pas de réponse. Ok, merci beaucoup. Je pense que le professeur Adio sera à disposition pour ceux qui ont besoin encore d'interagir avec lui. Bien sûr, merci. Merci beaucoup.